Ok. Oui, Euh, donc en fait, peut-être certains connaissent déjà Néoloco. Donc effectivement, on fait du pain et de la torréfaction solaire. Là, l'idée de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tiens, j'en passe, je précise Magali, si tu veux me prévenir 5 minutes avant la fin ou 2 minutes oui, pour que je pas de sois souci, dans j'ai le l'œil temps. sur la montre. Voilà. En fait, ce qui est pas vraiment visible aujourd'hui dans le projet, c'est qu'en fait, le projet de néoloco de boulangerie et de torréfaction, c'est à la base, je l'ai fait à la base pour expérimenter la manière dont on pouvait transformer la boulangerie ou transformer la torréfaction pour pouvoir fonctionner sur des énergies intermittentes ou renouvelables. Voilà. Donc c'est vraiment ça reprend vraiment tout ce qui a été dit par Clément Chabot et puis Clément Brasquiani, beaucoup de Clément, des Vagabonds pour travailler sur justement la culture, les habitudes, les savoir-faire, etc. Donc c'est vraiment ça le cœur du truc. Et donc là, j'ai une première partie où je vais juste montrer ce qui a été réalisé et la manière dont ça a été fait pour Néoloco et d'où ça vient. Et une deuxième partie pour montrer quel est le potentiel de tout ça dans d'autres secteurs. Donc ça peut aussi reprendre la question qu'il y avait juste avant. Et j'en profite parce que vu qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, ces expérimentations-là, moi, je les mène depuis le statut juridique. Je suis dans une coopérative d'activité, donc la SCOP 276. Voilà, pour toutes les raisons que vous connaissez de l'économie sociale et solidaire, ça permet d'avoir un autre rapport au travail, de fonctionner en réseau avec d'autres personnes, d'autres compétences. Et puis, dans mon cas spécifique, le fait de travailler en coopérative d'activité, c'était un statut qui était quand même très intéressant pour ce que je fais, parce que du coup, je suis artisan et ingénieur. Et dans la coopérative, une activité d'artisanat et une activité d'ingénierie. Et du coup, il y a peu de statuts d'entreprise qui permettent ce genre de compétences un peu transversales. Euh, voilà, et donc ça, c'est une des possibilités qu'offre l'économie sociale et solidaire. On n'y pense pas souvent, mais ça permet d'aller du coup plus facilement sur des sujets comme les low-tech, où il y a besoin de ne pas s'intéresser uniquement à la technique, mais aussi des aspects plus sociologiques, etc. C'est assez bien adapté, quoi. Et donc là, je vous ai mis une petite slide pour juste montrer d'où ça vient. Et du coup, voilà, donc, je mentionne les vagabonds de l'énergie parce qu'effectivement, moi, le début de ma réflexion et de mon parcours, ça démarre en 2009 avec la création des vagabonds de l'énergie. Donc, à l'époque, l'idée était simplement de faire un voyage en partant du constat, donc en tant qu'étudiant ingénieur, on voyait déjà qu'on allait dans le mur par le secteur de l'énergie. Et donc, l'idée de ce voyage, c'était d'aller visiter dans une vingtaine de pays dans le monde toutes les solutions énergétiques qui peuvent exister, avec l'espoir de pouvoir identifier une ou deux solutions qui pourraient émerger à l'avenir. Euh, voilà, ce que je disais, le Vaillant de l'énergie, ça a commencé avec ce voyage, et puis ensuite, Clément a fait de l'association ce qu'elle est devenue maintenant. Mais les idées, la sensibilité restent les mêmes, je pense. Donc voilà, pour moi, le voyage, donc l'expérience de ce voyage d'études, en fait, il y a eu deux grands apprentissages. Le premier, qui était super intéressant en tant qu'ingénieur, c'était que l'énergie était en fait plus un enjeu social que technique. Et exactement pour ce que Clément Chabot disait tout à l'heure, c'est que vous prenez n'importe quelle solution, low-tech ou pas, vous trouverez des endroits dans le monde où elle fonctionne et des endroits dans le monde où elle fonctionne pas. Et la science étant la même partout, la seule explication possible, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où le contexte social est adapté à recevoir cette technologie, et des endroits dans le monde où il n'est pas adapté. Voilà. J'ai mis quelques photos un peu d'actualité pour juste illustrer ça. Donc, nous, on était passé au moment de la construction du Nord Stream 1 en Allemagne. Donc là, on me voit dans le tuyau qui pose autant de problèmes aujourd'hui. La photo du dessous, c'est une mine de charbon en Ukraine, donc dans le Donbass. Voilà, si on avait été visiter ces endroits-là, c'est parce qu'à l'époque, c'était déjà des points chauds. Donc en fait, tout ce qu'on découvre aujourd'hui et les enjeux d'actualité sont pas réellement des surprises pour les gens qui s'intéressent à l'énergie depuis longtemps. Un jour ou l'autre,
Ça devait arriver. Les deux autres photos sur la droite, qui sont du coup dans le milieu de ma slide, on voit une usine de mâts d'éoliennes en Turquie et puis un site de fracturation hydraulique pour la géothermie. Voilà, donc j'ai mis ces photos-là, c'est aussi pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de solution magique dans l'énergie. Peu importe ce que vous voulez faire, même si vous avez des fours solaires, etc. Si l'organisation sociale n'est pas organisée pour le coup pour être efficace énergétiquement, donc de la sobriété, etc. Bon, bah, en fait, en gros, si on reste dans la société du gaspillage, il y a pas de bonne solution. Donc, il y a forcément un fort enjeu culturel derrière ces questions-là. Et donc, le deuxième apprentissage du voyage pour moi, ça a été justement la découverte donc, de ce projet de concentrateur solaire, donc Solar Fire, en Inde. Voilà, donc c'est un des 60 projets qu'on a visités. Mais depuis que moi j'ai rencontré ce projet-là, j'ai pu quitter, je suis toujours impliqué dedans. Et donc en Inde, quand j'ai rencontré ce projet-là, donc à l'époque c'était une association, Solar Fire. Après c'est devenu une entreprise basée en Finlande. Et donc là, la machine que vous voyez, c'est une machine de 30 mètres carrés, donc qui est 3 fois plus grande que celle qu'on utilise à Néoloco et qui est 6 fois plus grande que celle des Vagabonds, et qu'on a connecté à une bouilloire pour faire de la vapeur et qui alimentait un moteur à vapeur qu'on voit au premier plan pour alimenter des pompes, des moulins, etc., etc. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut aller très loin dans la complexité. Et ce qu'on a fait après avec Solar Fire, et donc le petit nom des fours, c'est les Lightfire, c'est une simplification des potentiels en fait. On s'est intéressé à la boulangerie, au four à bois, etc. Parce que c'est des applications qui sont simples et relativement peu onéreuses à développer, même si le développement, ça a toujours un coût et ça prend du temps, etc. Donc je rejoins la dame qui parlait juste avant. Et du coup, on a pris la solution la plus simple pour pouvoir essayer de démocratiser ça, quoi. Et donc, on voit un petit peu sur la frise qu'il y a autour qu'on a commencé à équiper des projets dans les pays en développement et notamment en Afrique, en partenariat avec des ONG, jusqu'à que les performances deviennent suffisamment bonnes et que moi, je commence à me projeter et à me dire qu'en fait, on pourrait imaginer à terme aussi faire des applications artisanales en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré Neolico. C'est que, à force de travailler sur la technologie, mais aussi avec ce passif des vagabonds de l'énergie, où je me suis rendu compte que l'enjeu était surtout autour de l'organisation de l'activité, savoir trouver la bonne organisation pour fonctionner avec des outils intelligents. Voilà, avec les années et puis l'expérience, ça m'a permis de concevoir le format d'organisation qu'on a aujourd'hui à Neolico. Bon, le petit dernière chose que je peux dire sur ce slide, c'est on voit les rayons du soleil qui tapent sur les miroirs, ça permet de comprendre le fonctionnement. Là, vous voyez un petit peu en schématisé le, voilà, le chemin des rayons du soleil vers le four, pour fermer la chauffe. Là, je vous partage une vidéo parce que ça permet de voir un petit peu. Peut-être ça va laguer un peu, je ne sais pas. Mais en gros, là, vous voyez un petit peu. C'est juste pour montrer comment on travaille aujourd'hui. Donc là, c'est une vidéo qui montre la fabrication de l'éveil résistant. Donc, c'est une alternative au café à base de graines locales. Mais bon, l'idée, c'est que là, vous voyez un petit peu la manière dont on travaille. Ouais, donc là, on torréfie des lentilles, ce qui me permet de dire aussi que du coup, le fait de rechercher la cohérence et par exemple de torréfier au solaire, du coup, c'est devenu évident qu'on n'allait pas faire venir le café du Guatemala ou les cacahuètes du Kenya pour torréfier au soleil de Normandie. Et donc, ça amène tout un tas de développements et de débouchés pour les filières locales, ce qui permet de redynamiser beaucoup de projets en local et surtout de mesurer le potentiel de changement possible dès qu'on commence à réfléchir autrement. Voilà, si on se dit qu'on peut. On a fait une étude consommateur, entre guillemets, on nous a fait une étude de consommateur parce qu'on a gagné un prix agroalimentaire pour le café. 70% des gens sont convaincus par ça. Donc, si on remplace même 30% du marché du café par ça, on mesure tout de suite les impacts énergétiques où on efface la consommation de torréfaction, les impacts sur l'agriculture locale, la réduction des transports internationaux, etc. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc aujourd'hui, à Néoloco, on est 3 équivalents temps plein, tous au sein de la coopérative d'activité.
Il y a une 60aine de points de vente des produits torréfiés et on a à peu près 8 points de vente du pain. Voilà. Bon, donc on est un peu identifié comme la première activité du genre en Europe. Donc, du coup, il y a pas mal de visibilité. Et donc, pas mal d'intérêt aussi d'autres artisans qui justement réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner autrement. Et donc, par la force des choses, j'ai mis en place des journées de formation parce qu'il fallait un peu canaliser le flux de personnes. Donc, du coup, il y a des formations chaque mois. Ouais, depuis 2021, j'ai formé à peu près 80 artisans qui viennent de partout, et pas que de France. Et donc, en France, depuis la création de néolocaux, voilà, maintenant, il y a une dizaine d'artisans à ce jour qui sont installés, essentiellement en torréfaction. Et il commence à y avoir des boulangers, puis des gens qui font de la biscuiterie et puis d'autres activités parce que beaucoup de choses sont possibles. Voilà. Et alors ça a aussi permis, donc il y a des gens qui s'installent, mais du coup, ça a aussi permis de créer un écosystème assez dynamique autour du projet. Donc, on utilise la technologie Lightfire, les machines, les gens qui viennent se former ici, les machines que les gens achètent après, elles sont fabriquées en Normandie. Donc, il y a eu un partenariat entre Lightfire et CPM Industrie qui est situé à Saint-Romain-de-Colbos près du Havre. Voilà. Et puis, il y a des élus locaux qui s'en emparent, qui font des appels à projets, par exemple comme à Saint-Jean-de-Grunewald pour avoir des artisans solaires sur leur territoire. Beaucoup de partenariats avec des entreprises, etc. Donc, voilà. J'ai envie de dire, on en est à peu près au stade zéro du potentiel, mais ça va très vite. Et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et d'énergie mise ensemble. Voilà. La première partie, c'était simplement pour montrer que voilà, on a acquis l'expérience, que le modèle est validé, qu'il est reproductible et que le travail qu'on a fait de transformation des boulangeries et de la torréfaction fonctionne. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant que je vous ai montré à quoi ressemble une boulangerie solaire et une activité de torréfaction solaire, il faut se remettre dans l'état d'esprit qu'on était avant de voir ces photos et de se dire, mais si on nous avait demandé de transformer la boulangerie, de transformer les activités de torréfaction pour pouvoir utiliser des activités intermittentes, voilà, on aurait sûrement dit, voilà, c'est trop complexe, c'est difficile à imaginer, quoi. Donc, on l'a fait là sur la boulangerie de torréfaction, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est possible sur toutes les autres activités de l'économie productive. On peut transformer, il n'y a pas de raison en fait. Les énergies intermittentes sont souvent décrites parce que elles peuvent pas alimenter l'économie. C'est vrai, elles peuvent pas alimenter l'économie qui a été pensée pour fonctionner sur une énergie continue. Voilà. Il n'y a aucune raison que ça puisse le faire. Mais par contre, si on pense des organisations économiques pensées pour fonctionner sur l'énergie intermittente, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà. Donc pour généraliser, en fait, moi, avec le recul, je sépare maintenant l'économie productive en deux catégories. Il y a les produits périssables, il y a les produits de conservation. Donc les produits périssables, c'est essentiellement des produits alimentaires. Les produits de conservation, ça peut être de tout, mais chez nous, à Néolocaux, on expérimente l'organisation des produits périssables sur le pain et l'organisation des produits de conservation sur la torréfaction. Parce que c'est des produits qui se conservent 1 an, 2 ans, voilà. Donc dans l'économie, ça donne ça. En gros, les produits périssables sur ma gauche et les produits de conservation à droite. Voilà. Il n'y a aucun problème de conserver un jean pendant 3 ans. On peut le faire sans aucun souci. Le problème là-dedans, c'est la mode. S'il faut changer de jean tous les 3 mois, ça devient un problème. Donc c'est bien un problème culturel. Mais la fabrication du tissu, par exemple, dans le textile, l'énergie là-dedans, c'est surtout la chaleur pour fixer les pigments. Donc ça peut très bien être fait au solaire en fait. Voilà. Et donc, si on est capable de produire au solaire et de stocker les produits, on n'a aucun problème d'accès à l'énergie puisque les produits sont en stock. Dès qu'il y a une commande, on peut livrer, etc. Ce qui va avec l'énergie, avec l'économie des énergies continues, c'est le flux tendu. C'est-à-dire qu'on produit à la demande, etc. Sur les énergies intermittentes, on ne fait plus ça. On stocke. Et comme ça, quand il y a une commande, le stock se vide. Et le prochain jour de soleil qui passe ou le prochain jour de vent, on remplit le stock. Voilà, donc c'est pas si compliqué. On va se donner encore juste quelques minutes, Arnaud. Ok, je finis, mais alors du coup, si on veut réfléchir à transformer sa propre organisation à soi, moi j'ai un peu identifié ces 4 points principaux.
D'abord, il faut commencer par lister les tâches. C'est-à-dire que dans la je prends l'exemple de la torréfaction, parce que les produits de conservation, c'est là où il y a le plus gros potentiel. Donc peut-être sur le compost, ça marche aussi, parce que le compost, ça se conserve, je pense. Et ça transforme beaucoup. Hein. Donc on liste les tâches. Donc quelles sont mes tâches énergivores? Donc, moi, dans la torréfaction, c'est la torréfaction. Mais en fait, ça représente que 15% du temps. Le reste, c'est l'emballage qui est très long, la comptabilité, les livraisons, etc., le démarchage. Donc on liste les tâches. Les tâches et après, on identifie les tâches énergivores. Dans la torréfaction, c'est la torréfaction qui représente que 15% de mon temps. Et donc ça, je peux facilement le prioriser les jours d'énergie facile. Donc pour moi, c'est les jours de soleil. Donc je priorise ma torréfaction les jours de soleil, et j'ai même pas besoin d'utiliser tous les jours de soleil. Et puis le reste du temps, j'ai tout mon temps pour faire mon emballage, répondre à mes commandes, etc., etc. Et puis le quatrième point, c'est la gestion d'entreprise par le stock. Du coup, on arrête le flux tendu et on gère un stock en fait. Et voilà, et ça a beaucoup d'avantages et ça a beaucoup d'impacts positifs sur tous les enjeux environnementaux, économiques, etc. Je ne vais pas aller dans le détail de là, mais parce qu'on n'a pas le temps. Mais la gestion par le stock, du coup, j'ai dit, ça sort de la logique du flux tendu et ça apporte une résilience économique. Par exemple, dans des temps comme on a aujourd'hui avec des pénuries, des crises qui s'enchaînent, etc., avec une gestion par le stock qui est compatible avec les énergies renouvelables, donc qui est compatible avec les enjeux environnementaux, on est aussi compatible avec une économie qui subit des chocs, puisque s'il y a des ruptures d'approvisionnement, tous les acteurs économiques ont un stock. Donc, on a plusieurs mois d'avance, en fait. On peut se retourner, il n'y a pas de pression, ça crée moins de tensions géopolitiques, etc. Et puis, même si on veut, ça peut mettre on peut même en capacité de mettre en pause les activités. Le jour où vous avez 3 ans de stock de jeans, bon, bah, voilà, on peut mettre en pause une année, etc. Mais ça implique plein de choses. Et la dame en parlait tout à l'heure, juste avant, c'est d'autres logiques d'investissement. Par exemple, pour un surinvestissement des, des, des infrastructures, quoi, parce que si on a une répartition des tâches, les jours énergivores voilà, il va falloir surinvestir pour pouvoir tout produire ces jours-là. Voilà. Mais c'est pas grave, puisque si on vise le long terme, on va investir dans des choses qui sont pas obsolètes. Et donc, moi, le four solaire, je suis quasiment persuadé que si je l'entretiens bien, dans 50 ans, il marche encore. Donc, en acheter un deuxième pour optimiser mes jours de soleil, en fait, économiquement, ça me pose pas trop de problèmes. Si je vise une activité pérenne, quoi. Et voilà, ça change l'organisation du travail, puisque les gens qui torréfient ou qui produisent qui font les tâches énergivores les jours d'énergie facile, il faut leur donner du travail quand l'énergie est pas facile. C'est les mêmes gens qui vont torréfier, qui vont emballer, par exemple, chez nous. Voilà. Alors, je vais pas aller plus loin. C'est tout. Merci beaucoup. Désolé, ça va un peu vite. Parce que c'est une belle démonstration de l'opérationnel qui revient au concept et à